La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui commence une rentrée à l'arrache. Ouais. C'est Roger Rabbit. Oh, pas mal. Et ben voilà, l'année commence à l'arrache. Ouais. On l'a fini à l'arrache, on a commencé à l'arrache. On l'a fait à l'arrache. Ouais, je crois que de toute façon c'est ça, c'est le style de Fabien Marc de Fabrice. Jean-Michel à moitié. À peu près. Et Jean-Paul à l'arrache. Ah, toujours vrai. C'est bon quand j'ai des début quand même. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée. C'est notre émission de rentrée, donc nous redémarrons un nouveau cycle d'épisodes tous les 15 jours, 2 fois par mois. Nous vous parlons de bande dessinée. Je suis One A Pied et pour vous parler de bande dessinée, je suis accompagné des meilleurs des meilleurs. À commencer par Guillaume, qui est le meilleur chasseur de voleurs et vendeur de BD du monde. Salut Guillaume. Meilleur vendeur de BD, je suis d'accord, ça va. Ouais. Je valide, je Voilà, suis donc, d'accord avec ça. Il chasse pas bien les voleurs, profitez-en. Ensuite, il y a Thierry. Du coup, je suis désolé, faut que j'aille fermer la boutique à double tour, activer les alarmes. Thierry, ciao. aussi bien connu sous le nom de Tizak, qui nous chante des chansons à chaque épisode parce que dès qu'on peut faire une référence pourrie à un tube des années 80-90, il est là. Non. Je suis là. Mais j'ai pas de chanson, mais je suis là. Mais tu n'es Ouais. pas là. Mais non. Et si je reste Je suis là. Pardon. Je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Thio, qui a l'air de super bonne humeur. D'habitude, il est un peu ralouse, mais là, ça va, ça a l'air cool. Il a une chouette chemise. C'est parce que c'est le début de l'année. Ça va, voilà, sa chemise, elle met de bonne humeur. Non, C'est toujours la même Voilà. personne. Ça va, Thio? Ça va C'est- très bien. voilà, qui nous a fait de superbes randonnées. C'est surtout j'ai une chemise de ouf. Une chemise Ramolos. Et ça, je veux dire, le simple fait que je sache que c'est une chemise Ramolos pose un problème sur mes connaissances. Mais Attrapez-les tous. voilà. Aujourd'hui, Et là, dans je cette ne émission spéciale, nous allons vous parler de 4 bandes dessinées parce que c'est nos chroniques, c'est classique. Et on enchaînera sur un œil sûr. Les bandes dessinées sont Là où dorment les géants, Ceux qui brûlent, Les gorilles du général et Tower Dungeon. On fera ensuite un œil sur le film Les 4 Fantastiques Premier Pas, qui a été une sorte de petit carton Marvel cet été, alors qu'on n'attendait plus trop de cartons de chez Marvel. Il y avait plein de choses dans les cartons, mais pas Voilà. des bonnes choses. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier nos tipeurs et en particulier Monkey, qui est notre nouveau tipeur. C'est pas tous les jours qu'on a un nouveau tipeur et ça, c'est la classe. Welcome, Monkey. Merci à toi, mais aussi à Matt Deka, Chevon, Warloff et Cobal, qui nous soutiennent eux depuis fort longtemps. Et Tizak et Pied aussi. Hein, parce que Oui, eux, c'est vrai. parce que nous aussi, on se Ouais, type. vrai. Ouais, pas moi. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que Ah, tu tu as arrêté de remettes- typer, toi. Il a oublié de renouveler ses cartes bleues. Enfin, ça date un petit peu quand même. 6 mois. Euh, Le mec, il part en vacances sur notre dos, quoi. Si vous voulez nous soutenir, il y a Tipeee, bien sûr, c'est une solution, mais il y a aussi la solution de faire parler de nous autour de vous, parce que c'est... On ne fait pas de jeu de mots pourris, Randall, dans le chat, sur les choses qui rejoignent. Et Monkey, c'est du poulet? Ah mon Dieu. Mon Dieu. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Voilà, je pense qu'on va perdre un tipeur très prochainement. Attends, je plaisante. Donc, on est en Tipeee, c'est spécial la solution dédicace, pour c'est nous sa première soutenir. émission. Mais vous pouvez aussi parler de nous. Je sais qu'on est, par exemple, sur toutes les plateformes de podcast, genre Spotify, sur lesquelles vous pouvez laisser des commentaires. Wow. On a des commentaires sur Canaille BD, mais pas sur le One A Club, quoi. Franchement, alors que c'est notre Pourquoi il y émission a plus de historique. pédophiles qui nous écoutent que... Voilà, et c'est le genre de commentaires qu'on ne fait pas dans Canaille BD. Voilà. Alors, excuse-moi, t'as gagné un prix, c'est ça? Waouh, non mais Thierry, non, c'est pas possible. C'est le prix révélation Mais vous d'Angoulême. en parlez de nous sur tous les réseaux parce que c'est la meilleure chose qu'il y a Ah à faire. non, je te promets, t'es pas une révélation, non. Et voilà. Ah, mais c'est pas nouveau, hein. Bastien sort de ce corps. Oui, s'il te plaît, Bastien, ça m'arrangerait. Là où dorment les géants, une bande dessinée de Moran Mazar, éditée chez Lombard pour 23,95 €. Mon cher Thio, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle déjà que ça a gagné le prix de la révélation à Angoulême. Waouh, Il y avait un autocollant dessus, en fait, on l'a enlevé. c'est S'il pas vous plaît, dans le public, un peu de silence. mal. Donc, on va suivre, en Les fait... joueurs sont prêts. Attendez, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, c'est compliqué, en fait, de faire les deux en même temps. Ouais. vous avez, Mais c'est eux qui le font. On va donc suivre Malo, une jeune apothicaire qui va se rappeler un petit peu ses jeunes années quand elle était avec son père et essayer de partir. Son père est décédé, en fait, elle va partir sur une quête initiatique pour essayer de retrouver les montagnes de l'horizon.
Et donc, elle part avec, comme elle est apothicaire, forcément, elle a des plantes, une besace, et les plantes sont dans la besace. Elle n'a pas de couteau, peut-être. Merde. Et Est-ce qu'elle a du pain elfique? du pain de voyage. Du lambas. Des lambas. D'habitude, je suis pas fan des nourritures étrangères, mais là, c'est pas mal quand même. Et donc, Malo part justement avec son pain elfique et ses petits remèdes à la découverte du monde. Et elle va donc, la première personne qu'elle va découvrir, donc c'est une chasseuse, Achille, qui a des petits soucis justement, et en fait, elle va essayer. des personnages, lui. Ouais, t'as vu, j'ai tout noté. Le chef, il a dit qu'il fallait le faire. Donc je le fais. Même les persos secondaires, quoi. Et donc, du coup, elle va avoir donc un petit problème. Ce problème, voilà, pour la chasseuse, c'est qu'elle a des problèmes dans les jambes, elle n'arrive plus à marcher. Et en fait, du coup, Malo va l'aider et elle va lui dire que c'est pas en fait ses jambes le problème, c'est sa voix, c'est quelque chose qui est coincé, qu'elle n'arrive pas à faire. Et donc, elle va trouver la solution pour Achille pour qu'elle aille mieux. Ses plantes, la discussion. Et Morad Mazar, en fait, va nous proposer justement tout le long de ce roman. Qui est un one-shot, donc c'est bien, il n'y aura pas de suite. Ou c'est pas bien, il n'y aura pas de suite. On peut pas Oui, attendre le c'est tome bien, 2 il y aura pour... pas de suite. On attendra le tome 2 pour le coup de cœur. Son héroïne donc, va se lancer justement dans une sorte de voyage initiatique. Alors, attention, je pèse mes mots, c'est très important. Le scénario reprend une trame assez similaire au conte, ce qui fait qu'il y a une certaine prévisibilité à l'intérieur. Et c'est assez rassurant parce que ça nous amène sur un chemin qui est connu. Mais en même temps, elle amène à l'intérieur de celui-ci beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Il y a donc la présence des femmes, qui sont toutes des femmes assez puissantes. Il y a une sororité qui est quand même très présente au sein du livre. Et cette place, ce côté un peu onirique et le côté fraternel qu'on va avoir entre tous ces personnages, ça va créer je trouve une belle ambiance mythique au sein de l'histoire. Et c'est dur de le lire en fait. La vieillesse, c'est moche. Ouais. Tu devrais le faire lire par IA, ce serait plus simple. Ou alors peut-être que je devrais mettre mes lunettes. Bonne idée. Bonne idée, mais c'est pas mes lunettes de vue. Enfin, en tout cas pour lire. Thierry, en sort ses lunettes. Il anticipe. Donc tous les personnages en fait qu'on va avoir au sein de son histoire donc sont assez présents et graphiquement on va avoir justement un petit mélange de styles au niveau des histoires et souvent au début des. C'est pas tes lunettes, c'est ça? C'est pas mes lunettes. On va avoir, je trouve, un vrai soin au niveau des planches au début de chaque chapitre pour vraiment marquer un passage assez fort. Je trouve que je trouvais que le dessin était assez lâché, assez expressif. Peut-être qu'il n'est pas ultra réaliste, mais en tous les cas, ça propose, je trouve, quand même une belle histoire et un bel album. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà des maux de tête à cause des lunettes de Tizak. Merci Thio. Ouais, le dessin, tu disais, je vais revenir dessus, je rebondis sur tes dernières paroles, même si on aura d'autres après, mais pour le moment, c'était dernière. Ce côté très fort au niveau de la couleur, qui est très importante, qui est très présente. Et puis aussi, je trouve, au niveau de la mise en forme, de la mise en page, avec un cadrage qui va jouer sur une esthétique de livre de contes, justement, de mettre le titre de façon très mise en forme, avec des petits schémas à gauche à droite, des motifs qui reviennent. Et c'est quelque chose qui marche pas mal sur le côté conte. Moi, j'avoue que ce côté très sororité, féminisme, au début, m'a semblé un peu maladroit, dans le sens où il y a un côté, on sent que c'est une réflexion jeune, c'est des sujets qu'on a déjà lu, beaucoup abordés, et qui manquent, c'est l'impression qu'elle m'a donné en tout cas, de maturité sur la façon dont c'est raconté au début. Et vers la fin, la maturité arrive, le sujet devient plus prégnant, plus prenant et a plus de sens, et ça marche beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oh là là, encore des sorcières qui font des trucs avec de l'herbe dans le fin fond de leur campagne. Développe. Je vais me faire tuer par des féministes. Mais voilà, c'était un peu l'idée qu'il y avait. Et en fin de compte, je trouve que ça se développe vachement bien dans l'histoire et que j'ai passé un bon moment, ça marche très très bien. Graphiquement, on est vraiment dans le côté très scène indé qu'on a retrouvé il y a quelques années, qui fonctionne très bien pour ce type de récit. Thierry ?
Alors j'ai beaucoup aimé le côté conte, j'ai beaucoup aimé l'aspect graphique, même si parfois sur certains dessins, c'est un petit peu maladroit dans la réalisation de certains personnages, mais bon, globalement ça marche, c'est juste que ça manque un petit peu de régularité, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup aimé le travail de la couleur. Après, effectivement, sur la longueur, j'aurais aimé qu'il y ait plus de nouveautés ou plus de quelque chose qui me surprenne à un moment donné. Voilà. J'ai passé un bon moment à le lire. Le côté conte et rassurant du conte, effectivement. Les petites nouveautés, très bien, mais il manque d'un petit twist, d'un petit quelque chose quand même pour faire décoller la sauce, on va dire. Voilà. Mais sinon, c'est une belle réalisation. Guillaume. Pas mieux. Un bouquin sympa à lire, mais je suis un peu resté sur ma faim, quoi. Je l'aurais pas lu, ça m'aurait pas manqué, en fait. Ouais, t'es peut-être pas le public. Sûrement. Je pense qu'il doit y avoir de ça, parce que c'est plutôt bien fait. Le dessin est agréable, etc. Même si on m'a déjà fait la réflexion que c'était un truc très à la mode en ce moment, ce type de dessin, sans ligne, sans contour ni rien, là, sans ancrage, merci. Bref. J'entends et je comprends. C'était chouette, ça le faisait bien, ça passait bien, mais il me manque. Sans forcément un twist pour surprendre, je trouve que ça manquait peut-être un petit peu de maturité, pour reprendre tes mots, ou de profondeur dans le truc, dans le récit, pour que moi ça m'aille vraiment bien. Après, peut-être que je suis juste pas le public. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que c'est vrai que je suis d'accord. Enfin, je vous rejoins sur le fait ce soit assez monotone. C'est un peu plan-plan, et il n'y a peut-être pas de rebondissement ou un twist qui te fait... Il n'y a pas de rebondissement dans le scénario qui nous fait tomber du cul de notre chaise. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment un chouette conte, bien mené, et franchement, c'est top. Voilà, moi j'ai bien apprécié, en tout cas Là-haut dans les gens. En même temps, c'était un bouquin que j'ai acheté moi, donc autant que je l'ai apprécié. Tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire, autant avoir des. Ça s'appelle Big up à moi-même. Ça s'appelle le biais de l'acheteur. En général, on a tendance à plus aimer des choses qu'on a payées. C'est le principe de la psy, je crois. C'est pas faux. C'est pas faux. Là où dorment les géants de Morane Mazar à tous les postes chez Lombard pour 23,95 €. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une autrice à suivre. Ce qui brûle, une bande dessinée de Nicolas Degani chez Sarbacane pour 24,50 €. Mon cher Ti, de quoi que ça parle ? Alors, ça parle d'Alex Mills, qui est policière dans une grande ville américaine et qui vient d'être percutée par un scooter alors qu'elle traversait la rue. Ça la turlupine quand même, hein. Elle a tout un tas d'images, de sensations en lien avec ça qui la mettent très mal à l'aise. Mais heureusement, il n'y a que le magazine People qu'elle était en train de lire à la page de l'horoscope qui a morflé. Elle s'en sort sans blessure. Encore une fois, juste confuse avec des maux de tête, mais quand même une espèce de mal-être autour de tout ça. Mais pour ajouter à son malheur, c'est aujourd'hui que débute son nouveau binôme. Elle redoute ce moment parce qu'elle a parfaitement conscience de la personne avec qui elle va devoir travailler, le flic le plus couillon de toute la ville, à savoir André Pouillou. Cadmerade. C'est pas faux. Désolé, je te coupe, mais moi j'ai vu Cadmerade tout le long. Alors c'est vrai que... Il y a un petit côté Gérard Jugnot aussi. Mais vieille période. Trop grand. Ouais, 4 Junio, quoi. Donc le André Pouillou, sacré patronyme quand même. Ce dernier lui fait d'ailleurs un accueil à la hauteur de sa réputation, bavardage collant, sans intérêt, en plein pendant le débriefing et le briefing de leur chef. Bon, bien évidemment, ils se font gauler, et donc, bien évidemment, il va y avoir des répercussions. Déjà qu'il faut se farcir l'attitude mi-machiste, mi-paternaliste des autres mâles du commissariat, qui ont tendance à la reléguer au rang de gamine faiblarde. Bon, là, il y a une grosse affaire qui semble pointer le bout de son nez. Elle a l'occasion de faire ses preuves. Un cadavre a été retrouvé dans une poubelle collective, brûlé à l'acide sur la totalité du corps, visage compris. C'est bien glauque. A-t-il été recouvert d'acide post-mortem ou bien a-t-il été victime de torture ? Il va falloir enquêter là-dessus. Mais bien sûr, comme je le disais, en raison de leur dissipation de tout à l'heure, Alex et Pouillou écopent d'une sale mission, passer la poubelle au peigne fin une nouvelle fois. Donc ça sent quand même la tâche parfaitement inutile. Mais on vous envoie là-bas, au moins on sait que vous ne casserez pas les pieds aux vrais enquêteurs.
Alex est furieuse d'être reléguée au rang des boueurs, surtout à cause de cet idiot de coéquipier, mou, bavard. Elle traîne donc Pouillou jusqu'à la ruelle sordide où a été trouvé le cadavre, accompagnée par les justifications, les conjectures et même les petites blagues de son insupportable collègue. Débute alors la fouille, pendant laquelle elle se salit allègrement, etc., aussi méticuleuse que sordide, et qui ne donne rien, bien évidemment. Rien ou presque, parce qu'il y a quand même la présence d'un clochard à quelques mètres de là, qui pourrait bien être le début d'une piste à suivre. Et qui s'y intéresse à ce clochard ? Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, on n'a pas peur de l'épaisseur de ce polar, n'est-ce pas, messieurs, dames ? Oui, non, c'est raisonnable. Voilà, non, c'est le premier de la saison, donc je tenais quand même à préciser. J'ai fait largement pire. Mais il ne fallait pas avoir peur parce que l'ensemble du bouquin est d'excellente qualité, donc au final, il n'y a pas tant non plus de pages et de textes et tout ça que ça. C'est une réalisation de Nicolas Degani, donc français de son état, et auteur complet sur cet ouvrage, scénar, dessin et couleurs. Découpage aéré qui le rend très abordable et immersif. Un dessin qui apporte un petit quelque chose de frais et de nouveau. Moi, j'ai beaucoup apprécié sa touche. C'est d'autant plus enthousiasmant que Ce qui brûle est la toute première bande dessinée de cet auteur breton, qui officie quand même dans tout un tas de boulots annexes autour du graphisme, autour des affichages et autour du jeu vidéo, me semble-t-il. Pour une première œuvre, c'est pointu. Hein. C'est exactement ça. Donc en somme, voilà un auteur neuf qui apporte un petit peu de neuf aussi. Dès les premières pages, on est immergé dans le registre du roman noir, presque hard-boiled, en raison du caractère sordide de l'affaire, et des situations sombres, étouffées par une ambiance urbaine crasse, moite, tout est suspect, vaguement à la Gotham, mais en plus réaliste que Gotham. Presque car le personnage loser de Pouillou, un joli choix de nom, cette espèce de grand échalas maladroit et bavard que certains pourraient donc comparer à Cadmerade, eh bien vient brouiller un petit peu la sacralité noire de ce genre en apportant un sympathique zeste de bouffonnerie. Pouillou est un vrai relou avec des blagues nulles, un manque définitif de confiance en lui. Et même sa capacité de discuter de ça est pathétique. On se demande bien comment est-ce qu'il a fini par décrocher un diplôme quelconque, même celui de flic. Pardon. Le scénario ne révolutionne cependant pas le genre. L'affaire se dévoile progressivement, classiquement, en s'orientant vers un groupe d'illuminés. On évitera de trop en dire. La grande plus-value vient bien du découpage, du dessin semi-réaliste, fortement ancré, là, pour le coup, contrairement à l'œuvre précédente, qui montre une admirable gestion des clairs-obscurs et des contre-jours. Le trait se complète d'une colorisation sur un panel restreint, de teintes grises et plutôt éteintes, sauf la parka rouge de Pouillou. Les ambiances et la tension qui en découlent en ressortent bien poisseuses à souhait. Pour une première BD, c'est un joli travail. Il est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite ou d'autres travaux depuis la sortie, qui date quand même d'avril 2021. Tu as sorti des vieux trucs. Ah oui, mais en fait, on m'a conseillé un vieux truc, mais c'était un bon vieux truc. Donc j'espère qu'il y a du neuf quand même en préparation et que ce jeune auteur a quand même d'autres choses à nous raconter, à découvrir sans plus attendre, même si ce n'est pas de première jeunesse. Guillaume. Eh ben, écoute, moi, c'était une très très bonne surprise. Je m'attendais à rien en ouvrant ce bouquin. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. J'ai passé un très très bon moment à le lire. Je l'ai trouvé particulièrement fluide, des personnages bien campés et bien écrits. J'ai une petite affection toute particulière pour la scène de l'interrogatoire, que j'ai trouvé juste magnifique et magique, et qui justement amène énormément de relief au personnage. Et voilà, après, effectivement, c'est du polar noir un peu classique, mais pour autant vachement bien réalisé. Donc voilà, une très très bonne surprise. J'ai passé un super moment et pareil, je vais le conseiller beaucoup plus fréquemment. Thio. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'envoie des conneries par SMS. Mais non, rien, c'est tout. Donc, Ce qui brûle. Alors, moi, j'ai trouvé, il y a plein de bons côtés. Alors, déjà, j'ai trouvé quand même que sur la couve, il y a quand même une vraie puterie quand même. Parce qu'on pense que Cadmerade. On pense que Pouillou pourrait être un méchant. Il est baraqué, tu vois. Il est bien baraqué. On pense qu'il est baraqué. En fait, il a juste une grosse veste. Quand il a 8 couches. Non, en fait, il a juste une doudoune. Mais la doudounasse, quoi. En duvet doigt. Voilà, tu vois, la grosse doudoune. Et en fait, il n'est pas musclé du tout. Moi, j'ai bien kiffé, en fait, Ce qui brûle. Toi, tu parlais justement un petit style vraiment hard-boiled. Vous voyez même des moments, la scène de la chute en voiture, ça me faisait presque penser à du Sin City.
Voilà, il y a plein de bons trucs dedans et je trouve que l'enquête, elle est super bien. Elle est cool, les personnages sont bien campés, ils sont intéressants. Un bon polar, quoi. Ah, le petit contrepoint de Pouillou vient un petit peu créer des moments de respiration et vient densifier justement les autres moments. Ça fonctionne très très bien. Tu t'attends quand tu le lis à ce que le personnage féminin soit le personnage moteur du bouquin, mais en fait pas du tout. Elle, c'est un cliché de polar hardboil. Alors que Pouillou, en fin de compte, est un personnage qui est à la fois touchant, qui est marquant. C'est un gars gentil, c'est un gars qui essaie de faire bien, qui est pour le coup vachement bien écrit. On a vraiment qui a un caractère qui évolue. Il y a quelque chose qui est magnifiquement fait. Le découpage est superbe. Alors concernant Pouillou, Randall nous dit que son personnage est un peu dégani. Oui, c'est du sommet du crâne. Oui, voilà. Merci Randall. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était un bon polar hardboil à l'ancienne, avec cette particularité d'avoir ce personnage qui n'est pas ce flic dur, froid, qui n'hésite pas à casser des gueules pour avancer ou quoi que ce soit. Même si c'est très sympa aussi. Voilà, mais qui pour le coup voilà, rend cette BD un petit peu originale et vachement vivante pour du polar, et ça marche très très bien. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Ben voilà, donc un bon polar à lire. Ce qui brûle de Nicolas Degani chez Sarbacane pour 24,50 € avec un superbe dos toilé. Et pour un premier album, quand tu as droit à un dos toilé, c'est franchement que tu as tapé dans l'œil de ton éditeur. Hein ? Ouais, non, c'est un beau boulot éditorial. Voilà, ils assurent. Les Gorilles du Général, tome 1, scénarisé par Xavier d'Horizon, dessiné par Julien Tello, colorisé par Gaëtan Georges avec l'assistance de Johan Guillot chez Casterman pour 21,95 €. Développe le sens de ta force. Alors, mon cher Guillaume. Oui, eh bien, Les Gorilles du Général, c'était une bonne surprise de cette année. Donc, eh bien, ce n'est pas une BD historique, puisque clairement... Fais gaffe, il y a Jérôme. Oui, mais de toute façon, il n'a pas voix au chapitre. Donc, d'Horizon, en fait, au scénario, c'est quand même effectivement servi de faits historiques, mais il nous explique très rapidement que ces faits ne sont là que pour amener un côté donc crédible, on a dit. Et d'ailleurs, il y a même un dossier à la fin qui va expliquer quels sont les faits historiques qu'il a utilisés, pourquoi il les a utilisés dans le désordre ou pas au bon moment pour rythmer son récit. Très bonne chose. Voilà, et en fait, donc il part des Gorilles du général, hein, puisque le général de Gaulle était connu pour avoir 4 gardes du corps avec qui il se déplaçait partout. C'était ces 4-là et personne d'autre. Et je ne sais pas à quoi t'as pensé dans Partout, Thierry, voilà, mais je veux pas le savoir. Il faut jamais savoir ce que pense Thierry. C'est ça. Et donc il va nous raconter ici la vie de ces quatre gorilles au moment où l'équipe change en fait. Un des anciens a été plus ou moins débarqué suite à un accident, et on met un petit nouveau. Et on met un petit nouveau dans l'histoire, et bien sûr, c'est pas du tout au goût des anciens. C'est sûr qu'on rentre ton BL, en fait. Quoi ? On avait le BL avec. Si tu peux le récupérer, je sais pas. Non, c'est bon, tu peux le laisser là. Et du coup, voilà, tout le propos au début, c'est donc Santoni, Berthier, Zerf, je crois, et le petit nouveau qui arrive, là, Max Milan, qui n'est pas accueilli à bras ouverts. T'as vu, j'ai révisé, hein. Bravo. Profitez parce travail. Que je le referai plus. Si. C'est la règle de cette année, c'est on donne le nom des personnages. Par contre, le personnage secondaire, ça va, je l'ai. Ouais, j'ai entendu parler. Pépère. Et donc, voilà, l'arrivée est un peu compliquée et chaotique parce que les 3 anciens ont l'impression qu'on a débarqué leurs potes et ils apprécient pas des masses. On apprendra un petit peu au fur et à mesure le pourquoi du comment de tout ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a eu avec ce fameux ancien ? Est-ce qu'il va réussir à bien s'intégrer dans cette équipe ? Tout un tas de péripéties que je vais vous laisser découvrir. Et en fait, on va suivre donc ces 4 gardes du corps et les prises de tête quotidiennes pour comment on fait. Parce que le général n'était pas connu pour être particulièrement facile à protéger, puisque par moment,
Oh ben non, on va s'arrêter là, puis on va descendre et puis on va finir à pied. On va dire bonjour aux gens. Voilà, c'est pas du goût du petit jeune. Parce que ça correspond pas très bien aux normes de sécurité de base. Enfin bon, tout un tas de situations un peu rocambolesques qui parfois amènent un peu de légèreté dans le récit. Et voilà, un dessin plutôt classique, dans la veine du dessin réaliste. Moi, franchement, j'ai trouvé cette BD super. J'ai passé un super moment. J'ai beaucoup aimé le côté pas prise de tête de j'utilise les faits historiques et en fait, j'en fais ce que je veux pour faire une histoire. Ça amène un côté, voilà, une dynamique beaucoup plus romancée, beaucoup plus fiction et vachement plus digeste en fait. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié cette BD, je l'ai beaucoup conseillé. J'ai eu pas mal de bons retours aussi. Si vous voulez un récit sympa et intéressant, allez-y. Du coup, il y a une suite. Oui, il y aura plusieurs tomes. Par contre, je ne suis pas capable de vous dire combien. 3 de plus ou 3 au total? 3 au total. 3 au total. Donc, il y aura effectivement 2 tomes de plus. Thierry, tu ne l'as pas lu, donc Ce que j'allais dire. Je peux te faire un commentaire sur quelque chose que je n'ai pas lu. Tu le fais souvent. Je ne lis jamais rien. Tu le fais bien. Ça, c'est mon talent, ça. Ça, c'est ton talent. Écoute, moi, je l'ai lu, c'est tout frais, je l'ai lu ce matin. Alors, je ne vais pas parler du côté historique qui y est ou qui n'y est pas, mais dans tous les cas, c'est un récit qui est quand même vachement cool. Il y a une vraie ambiance qui se dégage des 3 gardes du corps, plus le petit nouveau, qui est en fond, qui est le seul qui est en bleu, et tous les autres sont en costume noir au début. C'est l'américain. C'est l'américain, c'est vrai. Et franchement, je me suis bien pris au jeu, et c'est vrai que le pépère est vraiment le personnage secondaire de l'histoire, parce qu'en fait, finalement, tu ne suis que... Vas-y, je t'en prie. Ouais. Et la loi est 1. Et j'en peux plus, moi. Églou. Donc, j'ai que des alcoolos à côté. Dès que je parle, en fait, il y a plein de trucs qui passent dans les cams. Ça va couler sur la BD. Ouais, ça va couler sur la BD. En plus, elle est neuve, celle-là. Elle est jolie. Donc, écoute, moi, franchement, je me suis régalé sur les gorilles du général. La fin du tome 1 m'a un peu laissé sur ma faim, parce que je trouve que ça coupe à un moment où... Oh, ok. J'aurais aimé peut-être quelque chose de... Je sais pas. J'aurais voulu une autre chose, un truc un peu plus... un gros pic. Et là, je trouve que ça tombe pas au bon moment. Mais on verra peut-être avec le tome 2 et ça passera crème. Hein. Mais en tout cas, très bonne découverte. Merci, monsieur le libraire. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, le dessin, on va revenir dessus. C'est vrai qu'effectivement, il fait très classique, un peu BD à papa. Alors, pas totalement. Je dirais que c'est on en parlait... il était une fois en France en plus réaliste. C'est un peu ce côté-là. Il y a un petit côté légèrement caricatural sur les personnages, assez pour les caractériser, qu'on les reconnaisse bien les uns des autres. Le seul truc qu'il y a, c'est que je trouve que pour quelqu'un qui s'intéresse pas trop à l'histoire comme moi, le contexte historique parfois peut être un peu délicat. J'ai une vague culture, ce qui fait que de mon vieil âge, j'ai entendu parler un peu de la période. Donc je sais quelques trucs dessus, ce qui m'a permis de suivre l'histoire bien. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas de culture historique du tout va se retrouver largué au niveau du contexte. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Toi, non, je connais pas particulièrement bien cette période, malgré mon âge un peu moins grand. Et je trouve pas, justement, parce que c'est une fiction, en fait. Les faits historiques ne sont là que pour amener quelque chose de crédible et de réaliste. Même si tu connais pas la période, tu arrives à suivre l'histoire. Tu as juste besoin de savoir ce que d'ailleurs il t'explique eux-mêmes, hein, c'est que Pépère il est bien gentil, mais qu'en fait il est compliqué à protéger parce qu'il en fait un peu qu'à sa tête, quoi. Oui, c'est un président à l'ancienne, quoi. Près du peuple, près des gens. C'est ça. Et j'ai envie. Enfin voilà, je connais pas plus cette période que ça. Et moi, ça m'a pas du tout gêné dans le récit, quoi. En commentaire dans le chat, on me dit que sur la couverture, un des personnages ressemble un peu à Zemmour et que c'est un peu problématique. C'est vrai qu'il y a un petit air. Je pense que c'est pas volontaire. Voilà. Surtout Zemmour en garde du corps, comme je disais sur le chat, c'est pas exactement le premier truc auquel tu penses, tu veux, en termes de gabarit. Hein. Oui, c'est clair. Il faut jamais se fier. Ah oui, oui. Il faut attention parce que des fois c'est le plus petit, le plus sec qui. Ouais, le petit nerveux là qui fait du kung-fu là. Un petit nerveux qui fait peur. Donc les Gorilles du Général de Xavier d'Horizon au scénario, Julien Tello au dessin, Gaëtan Georges et Yoann Guillot à la couleur chez Casterman pour
€95 le premier tome. Tower Dungeon numéro 1, scénarisé et dessiné par Tsutomu Niei, chez Glénat pour €7,90. Le pitch est simple, on est sur un manga qui nous raconte que le nécromancien a tué le roi et enlevé la princesse. Et il la garde au 100e niveau de la tour des dragons. Oui, donc ça c'est le début d'un jeu vidéo. La garde royale mobilise des villageois pour l'assister dans la quête de sauvetage. Yuva, parce que c'est le nom du personnage que je l'ai cherché pour le retrouver, il en fait partie. Et malgré un manque d'entraînement martial, parce que franchement le gars, il n'a jamais appris à se battre, il a une force prodigieuse qui en fait un atout dans l'ascension d'une tour qui est remplie de pièges et de monstres. Alors ouais, ça ressemble à un cliché, totalement. C'est une sorte de mélange de JDR, de Dark Fantasy, une version BD qui va mixer l'ambiance de Dark Souls et tous ses héritiers. Mais c'est plus que ça, en fin de compte, autour de la lecture. Dans un seul tome, là, on n'a que 2 chapitres. Ce qui fait qu'on a une narration qui sait prendre son temps, qui est parfois contemplative, qui nous surprend dans les relations entre les personnages, qui sont plutôt bien travaillés. L'arrivée de ce Yuva au niveau de cette équipe, où il n'a pas grand-chose à faire, mais que finalement, il leur donne un bon coup de main. Et un traitement de l'intrigue qui s'intéresse presque plus au quotidien des personnages, sur comment ils vont anticiper l'approche de cette montée du donjon, de la tour, pardon, et que ça va être un peu la galère. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une baston qui est bien présente, qui est bien menée, qui en jette, mais assez vite fait. On voit que la baston n'est qu'un petit accident de parcours qui nous permettra de faire avancer le récit. Au niveau du dessin, on a un trait qui est assez lâché, je trouve, mais précis, quelque chose d'un petit peu affûté. Ça donne l'impression que Niei travaille sans assistant, ce qui est assez rare dans le monde du manga. En tout cas, tel que c'est fait, j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui arrivent derrière pour lui faire des trucs vachement chiadés, lui travailler des tonnes de trames de la mort, etc. Les décors sont vertigineux, on a des monstres qui sont impressionnants. Le noir et blanc est sans fioriture, le tramage, justement, est très simpliste, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul niveau de trame, un gris, qui nous fait le seul niveau de trame, ce qui, pour le coup, est très simple dans du manga, qu'on est habitué au manga plus moderne, où on va avoir des tonnes de niveaux de gris, ce genre de choses. J'avoue que quand on parle de Tsutomu Niei, tout le monde fait « Ah ouais, Tsutomu Niei, c'est l'auteur de Blame ». C'est un classique, c'est encensé, sauf que j'ai pas lu Blame. J'ai aucune idée dessus, j'ai pas vu l'anime. C'est censé être un putain de truc de la mort, mais je connais pas du tout. J'ai entendu plein de bien. On sent que l'ombre de la série mythique plane sur l'auteur, qu'en gros, toi, t'as fait un truc qui te déchire, t'as intérêt à continuer. Alors, je sais qu'il a fait Knight of Sidonia, qu'il a eu un beau carton derrière, qu'il a fait des tonnes de trucs qui en jettent. Mais il arrive... a eu une expo à Angoulême aussi. Ouais, il arrive à faire, je trouve, d'un concept bateau, une entrée dans un univers intéressant, et ça appelle à rester pour en savoir plus. Pour moi, c'est vraiment une série qui est très prometteuse, au concept suffisamment casse-gueule pour qu'on se méfie un peu, mais qu'on a envie d'aller plus loin parce que on sent qu'il y a un potentiel qui est assez énorme dans ce sorte de détournement des clichés classiques. J'ai passé un excellent moment et j'ai hâte de lire la suite. Guillaume, toi, t'as lu Blame? Alors, je me souviens, je sais plus si je suis allé au bout, honnêtement. Ouais. Mais on est dans un contexte complètement différent de Blame, puisque Blame, c'est du futuriste. Futuriste cyberpunk. Ouais, avec ambiance post-apo, parce que dans le sens où, a priori, l'humanité existe plus ou moins, mais pas de façon si claire que ça. Et c'est dans des décors pareils, vertigineux. C'est un architecte, Niei, à la base. Oui, du coup, ça me surprend moins. Et donc, voilà, Tower Dungeon, pareil, je l'ai lu. J'y étais pas forcément allé au début, dans le sens où j'avais pas forcément envie de me retaper encore un manga sur on va monter dans une tour. Enfin voilà, j'en ai bouffé pas mal ces derniers temps et j'avais pas spécialement envie d'y aller. Donc c'est Naomi qui m'a dit que j'étais con et donc je l'ai lu. Et oui. Ne rigole pas, Evelyne. Après, on entend que toi. Quand tu rigoles, tu casses tout au niveau des micros, on est foutu. J'ai dit Nao, j'ai dit Evelyne. Non, t'as dit Nao, c'est ça. Ça va. Mais ça fait rire, Nao. Evelyne, voilà. Du coup, c'est lui qui a fourché. Bref, quoi qu'il en soit, je regrette pas parce que effectivement, il le fait bien. Il amène pas grand chose au genre dans l'histoire, mais effectivement plus dans la façon de raconter et plus dans le plaisir de voir un dessin complètement inattendu sur ce type d'histoire. Parce que en général, on est sur des dessins plus classiques au niveau.
et la plupart du temps très shonen, donc avec toutes ces trames ultra action, etc. Et là, c'est pas le cas. Et on est sur un dessin plus ancré dans le fait de raconter des moments de vie et des trucs improbables. Et voilà, un personnage qui sort de nulle part avec un look absolument dégueulasse et pas franchement badass pour dessous. Et quand tu regardes la couverture, il a plus l'air d'une bidasse que d'un héros. C'est ça, hein, c'est ce qu'il est. Ouais. Hein. Mais enfin voilà, c'était une bonne surprise. Et si vous avez envie de lire de la fantasy avec des tendances un peu dark quand même, avec une approche un peu différente sur la façon de raconter et sur le dessin, allez-y, c'est plaisant. Ti, toi qui n'es pas notre grand adorateur de manga. Alors, moi, je vais te dire que le côté bidasse, moi, ce que j'ai vu avec le casque, là, ça m'a fait penser à une espèce de Don Quichotte jeune. Tu vois, le mec qui est vraiment le pouilleux de service jeune. Mais moi, j'en veux. Bon, je suis nul. Je suis équipé comme une merde, mais moi, j'en veux. Tu vois, t'as un truc dans le regard, quoi. Et au final, c'est presque ça. C'est-à-dire le côté naïf de Don Quichotte, c'est un peu ça. Il part de sa campagne. Il n'était absolument pas conscient de la puissance qu'il peut avoir et qu'il peut dégager. Quand tu dis Don Quichotte, j'ai l'impression que tu parles du tir de l'âne, tu vois. Ta prononciation est assez étonnante. Vas-y, continue. Tu veux quoi, Don Quijote De la Mancha. De la Mancha, si. Donc moi j'ai beaucoup aimé la partie graphique et j'ai trouvé assez intéressante également la mise en scène scénaristique, c'est-à-dire que on commence pas par une narration classique. On rentre dans l'histoire comme si on connaissait déjà plein de choses et puis on va très vite tracer sur ce qui se passe au niveau des donjons. Et on arrive à un moment où ça fait déjà un long moment qu'ils sont sur le truc, et ils sont en bout de course, ils sont au bout du rouleau, et ils sont en train de se faire relever de la garde, quoi. Donc je trouvais que pour un premier tome, c'était intéressant d'avoir cette entrée-là. Ça positionne les choses un peu de manière pas si classique que ça, et ça montre aussi sans doute une habileté au niveau de la gestion scénaristique qui sort un peu des sentiers battus. Donc voilà, c'est la partie qui m'a intéressé. Après, il va falloir développer plusieurs tomes pour rendre les choses vraiment intéressantes. On sent qu'il y a une trame politique avec 1,5 tonne d'entourloupes qui vont être bien présentes, et qu'effectivement les combats pourraient passer au second plan largement. En tout cas, peut-être être mis en avant sur certains tomes, mais le reste de l'histoire quand même se positionne pas forcément sur les combats. Thio. Ça, c'est un bon manga qui était. N'est-ce pas ça? C'est espagnol, non? Es un buen manga que me gusta mucho. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce manga, il était J'ai exceptionnel. apprécié beaucoup les mangas. C'est bien d'avoir des traductions en live et tout. C'est top. C'était top. Estaba muy top. Écoute, franchement. Francamente. Je pense que tu peux arrêter. Ça le déstabilise à mort. Voilà, c'est bon. On a quelque chose on a compris. Estoy llorando, si. Ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est que, comme tu disais, Isaac... Là, il me regarde, il attend le moment où je vais le faire. C'est que tu as donc le... Il n'y a pas de début d'histoire, en fait. Tu prends un pèlerin lambda... Et no hay fait... el debuto de la historia. Tenemos un pelerino. Je vais faire la sieste, je reviens. Je crois que l'épisode va s'appeler Tenemos un pelerino. Et donc... effectivement, tu n'as aucune explication, mais ça marche nickel. Et ce gars-là, qui en fait, comme tu dis, est une sorte de troufion de base qui a aucun pouvoir, juste en fait, il est costaud. Et ça marche. Et au fur et à mesure, en fait, on te révèle des petites choses. Et je trouve que ce qui m'a quand même assez impressionné, c'est que même dès le premier tome, tu as beaucoup de personnages, et tous les personnages, tu as déjà une explication sur qui ils sont, pourquoi ils sont là pour certains. Et écoute, vraiment une super découverte, Tower Downjot, vraiment un bon manga. Dans le chat, Archimiste nous dit qu'il trouve que quand même c'est dessiné avec les pieds. Voilà. Et là, je suis pas d'accord. Non, moi, ça marche vachement bien, je trouve. Alors moi, je trouve que en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'arrive pas à l'apprécier parce que c'est dessiné trop petit. Oui, c'est ça. Il peut pas apprécier pleinement
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, on travaille sur 3 niveaux blanc, noir, gris. Ça va à l'essentiel, un peu comme sur le scénar. On trace direct à ce qui va nous intéresser. On évite de perdre 28 tomes à monter un background. On va à l'essentiel. Le background, on sait où on en est, on a déjà avancé dans l'histoire, et bim, on en est là. On ne fait pas des tomes pour vendre des tomes, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de ce point de vue-là. Si, donde está la biblioteca? La biblioteca, voilà. C'est vrai que ce dessin un peu lâché peut, pas forcément quand on est habitué à du manga qui est souvent très chiadé, léché au niveau du trait, fortement travaillé, être un peu surpris. En tout cas, moi je trouve que ça marche bien avec la façon dont il raconte le truc. Tower Dungeon numéro 1 de Tsutomu Nie. On attend la suite, on espère qu'on ne sera pas déçus parce que je t'avoue que j'ai quand même une peur de la déception. Moi aussi, honnêtement, voilà ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, c'est vrai que je suis en train de réfléchir que mon commentaire était plutôt positif alors que mon ressenti n'était pas si positif que ça au final, parce que voilà, je crains un petit peu la suite. On attend le tome 2, le 3, le 4, on verra. 7,90€ chez pas de coup de cœur, quoi. Glénat. Non. Un œil sur Los Cuatro Fantásticos. Primero pas. Los Cuatro Fantásticos. Les 4 fantastiques, premier pas. Pedos. Donc, je sais pas qu'on dit. On pas. On pédo, non? Non, ça c'est hors sujet. On n'a pas le droit. Vamos a esquiar con el bomberos. Si. Putain, cette phrase n'a pas de sens. Je vais quand même skier avec les pompiers. La seguridad. Je vais demander à mon frère d'écouter l'émission et de nous faire une traduction de vos traductions. Il parle même pas espagnol, ton frère. Il parle canarien. Oui, enfin, ceci dit, vu ce que vous avez dit, c'est pas bien grave. Moi, j'ai eu mon bac avec ça. Alors, nouveau film Marvel qui était fort enseignant. Mais pas d'espagnol. Nouveau film Marvel fort attendu parce que les précédents, c'était pas non plus des super réussites d'après les critiques. Je les ai pas tous vus les derniers. Mais qui celui-là a eu un retour critique plutôt pas mal. Alors, nous sommes donc sur les 4 fantastiques. Premier pas, First Steps. Nouveau film de super-héros basé sur les bandes dessinées Marvel du même nom. Pour information, ça date de 1961. C'est-à-dire 63. Novembre 61 pour être précis. Il s'agit donc d'un reboot, un énième reboot même, je dirais, de la franchise Les 4 Fantastiques. 4e, je crois. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y avait déjà 4 films auparavant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y avait déjà un film en 94 qui n'a pas été distribué en Roger salle. Corman. Ça, je ne sais même pas. Mais ce premier film était là que pour conserver les droits de la franchise. Donc il n'a jamais été édité et le metteur en scène n'était pas au courant, les acteurs n'étaient pas au courant, c'est quand même un grand foutage de gueule. La franchise a continué à être martelée en 2005 et en 2007, avec 2007 le Surfeur d'Argent. Et en 2015, ils ont tenté de faire un truc avec des moyens et notamment un certain Captain America en torche. Du coup, il a joué 2 héros Marvel. Il a joué 2 héros Marvel. Ce ne sera pas le dernier parce qu'il y en a un autre cas. Concrètement, c'était quand même pas une franche réussite non plus. Donc nous en sommes, l'air de rien, au 37e film il y en a eu un autre, du Marvelverse. C'est le premier volet de la phase. C'est pour ça cette impression de... Je vais vomir parce que j'ai trop mangé. Parce qu'il y en a trop, c'est un peu ça. C'est le menu en 37 plats. C'est le premier volet de la phase 6. La phase 6, pour information, commence maintenant. Le 2e épisode, je crois, est en fin d'année 2026. Donc, il dit lui, non, mais c'était pas plus mal. Il y a une espèce ils ont décidé de prendre leur temps. Ils se sont dit, on en a trop fait. La suite, voilà. Clairement, l'idée de Marvel, c'est de se dire, on a peut-être trop fait, on va essayer de prendre plus notre temps pour raconter des choses. Écoute, on verra. Est-ce que étaler le repas de Noël du 25 décembre au 8 juillet, c'est une bonne idée? Je ne sais pas, je pose la question. Et donc, en parlant de juillet, le film est sorti donc le 23 juillet en France, 2 jours avant la sortie aux États-Unis, ce qui est quand même notable. Pour rappel, les 4 Fantastiques mettent en scène une presque famille de 4 personnages. Ce sont donc par la suite des super-héros. Ce qui est notable, c'est qu'ils ne cachent pas leur identité. Ils en jouent même. Ils sont même des porte-drapeaux, on va dire, de la gestion du monde. Et donc, suite à une exposition à des rayons cosmiques, lors d'une expédition spatiale, ils ont développé donc ces pouvoirs en pseudo-lien avec les 4 éléments. C'est un petit peu tiré par les cheveux et en pseudo-lien avec leur caractère individuel. Voilà, c'est un petit peu capillotracté tout ça, mais c'est pas trop dit dans le film, mais oui. Non, c'est pas du tout dit dans le film. Là, je replace dans le contexte général des 4 Fantastiques, exactement. Le film a été réalisé par Matt Shakman. Vous connaissez pas forcément son nom, et pourtant ce monsieur a réalisé des épisodes, notamment en saison 7 de Game of Thrones, des épisodes de Mad Men, de Six Feet Under, de The Good Wife, de Fargo, mais aussi et surtout l'excellente série WandaVision.
Très bien. Et donc ça met en vedette, et oui, encore lui, Pedro Pascal, coucou, il est là. Il est partout. Mais là, il est tout le temps dans son rôle. Et il n'y a personne qui le remplace, il est présent, je veux dire. Et il est vivant tout le temps. Faut aller voir le film, non? Tu crois pas que je vais te spoiler quoi que ce soit? Il est dans le rôle de Reed Richards, bien sûr, alias Mr. Fantastic, qui, pour rappel, est un scientifique de génie, leader du groupe. Il possède un corps extensible, élastique, tout ça. Vanessa Kirby, qui joue comme ça dans le film. Dans le rôle donc de. Alors que dans la bande-annonce, je me disais, putain, mais elle le fait pas du tout. Et dans le film, en fait, elle le fait divinement bien. Donc, dans le rôle de Susan Storm Richards, alias la femme invisible, alors elle porte 35 noms entre le français, l'anglais, etc. Parce qu'en français, elle s'appelle Jane, tout ça. Comme son nom l'indique, elle peut se rendre invisible, elle peut faire des champs de force invisibles aussi. Elle est la femme donc de Reed, mais aussi elle est la sœur de Johnny Storm. Johnny Storm, c'est qui? C'est la Torche Humaine, qui est donc le frère de Sue, qui est capable de maîtriser le feu, de se transformer en torche, de voler, tout ça. C'est le beau gosse, dragueur, un peu insouciant de la bande. Et enfin, on a Eben Moss, alors excuse-moi pour la prononciation. Backrack, comme vous voulez, qu'on a vu dans la série The Bear. Très bon dans la série. Très bon, il joue le rôle du frère, qui est donc déguisé en Benjamin Grimm alias la chose. Pour rappel, c'est un ancien amoureux de Sue, dont le corps a été transformé en rocher, ce qui lui confère une force et une résistance hors norme. Donc j'ai rappelé grosso modo tu vas chercher des infos dans les comics, etc. Des 4 fantastiques. Qui sont pas dans le film. Mais ça c'est le contexte général. Maintenant le pitch du film, en fait c'est un peu bateau. On est à Porto. Surprise. Oui, mais c'est un reboot, donc j'ai envie de te dire, voilà. On est sur un fond de terre rétro-futuriste inspiré des années 50-60. Ça présente donc la première famille Marvel. Il ne faut pas oublier qu'en fait c'est une réponse à DC Comics. Ils affrontent leur plus grand défi, c'est-à-dire Galactus. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut concilier leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, l'arrivée d'un bébé, le bébé de Reed et de Sue. Ils doivent défendre la Terre contre Galactus et sa messagère, à savoir la surfeuse d'argent. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit la surfeuse d'argent. Et comme si le projet de Galactus de dévorer toute la planète et ses habitants ne suffisait pas, les enjeux deviennent bien vite bien plus personnels, bien plus complexes à gérer pour le groupe, entre leurs conflits internes et leurs relations avec la population mondiale. Bon, bref, il faut sauver le monde, quoi. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas ça. Je vais pas vous le cacher bien longtemps, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau Marvel, justement parce que c'est pas un film de super-héros à proprement parler. Ce qui est important là-dedans, ce qui est mis en avant, c'est avant tout l'aspect humain, c'est les relations humaines, les personnages entre eux et leurs sentiments. Je vous rassure, il y a aussi des scènes de baston, des scènes de combat, des vols spatiaux qui sont très bien réussis, les effets spéciaux sont très bons. Ça n'a pas toujours été le cas chez les Marvel. Ouais, alors on pourra toujours allouer parce que le bébé, c'est un bébé qui est purement numérique, parce que Galactus, à la fin, bon, il y a des soucis d'échelle qu'on pourrait relever. Et c'est justifié scénaristiquement quand tu as lu les BD, mais c'est vrai que comme là, tu n'as pas lu les BD quand tu vois le film, on peut toujours justifier de plein de choses. Et la surfeuse aussi, on pourrait parfois, par rapport à ses yeux, à son regard, trouver ça un petit peu figé. Bref. Je vais revenir justement sur la surfeuse et non le surfeur. Transition toute trouvée. Nous, on est habitués aux surfeurs d'argent, à savoir Norrin Radd, qui avait sacrifié sa vie en se transformant en héros pour Galactus, afin de sauver sa planète. Héros A-U-L-T. Héros H-R-A-U-T. Et sa fiancée, Chalabal. Eh bien ici, les rôles sont inversés. C'est Chalabal qui devient la surfeuse d'argent pour sauver, pas son mec en fait, il disparaît de l'équation, pour sauver simplement sa planète. Alors, est-ce que c'est une mode du moment de mettre des femmes dans des rôles historiquement masculins ou bien est-ce que c'est une réelle utilité scénaristique ? Là, il y a une unité scénaristique parce que ça répond au rôle de Susan Storm dans le film. Son avis, tout ça. Mais il y a plein d'autres points forts. On pourrait noter la qualité des décors, la qualité des costumes, l'ensemble des petits détails qui contribuent à cette ambiance rétro-futuriste des années 50. C'était déjà un point fort dans WandaVision. C'est de nouveau un point fort ici, ainsi que les choix qui sont faits en termes de luminosité, de colorimétrie, etc. Il y a surtout une énorme BO de Michael Giacchino, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur Wikipédia, vous allez voir que c'est plus... Tu vas faire un truc de super-héros années 60, mais tu veux dire que tu as déjà fait un truc d'espionnage années 60 avec les Indestructibles, mais oui, t'es fait pour. Puis là, une bibliographie musicale monumentale, le garçon. Enfin, l'ensemble des acteurs joue parfaitement bien, mais la performance de Vanessa Kirby est vraiment notable. Toi aussi, dans la bande-annonce, tu l'as trouvé pas bien ?
La bande-annonce m'a pas plus beauté moi, je la que ça. regardais, J'avais je des faisais la points bande-annonce, elle le fait d'interrogation pas de du tout. tous les côtés, notamment dans le lien avec Galactus. Mais J'ai un sentiment de déjà-vu sur ces deux phrases que vous venez déjà de au tout début de la truc. Hein, Ouais, c'est ça vous voulez déjà de le dire en fait. Non, mais ça m'avait. Donc, pour moi, vous elle est répétez en fait. très au-dessus de ses camarades. C'est vrai qu'elle a un rôle qui s'y prête, mais vraiment, elle a une intensité dans son jeu qui crève littéralement l'écran. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Pour les fans de Dr. Fatalis, tant pis, vous le verrez pas. C'est pas grave. Presque. Dr. Bref, c'est un vrai bon moment de cinéma que je ne peux que conseiller. Oui, moi je l'ai vu, je vais juste revenir très vite fait parce que tu as fait une très bonne critique. Ce que j'ai apprécié, c'est ce côté un peu positif sur un film Marvel et qui ne va pas chercher dans le monde du dark et du sombre. Le côté rétro-futuriste est très réussi. Le côté famille, l'ouverture qui commence quand même sur quelque chose de totalement pas... avant même qu'on t'annonce qui sont les 4 Fantastiques, tu as une scène d'ouverture qui, je trouve, est une forte réussite pour un film de super-héros parce que c'est pas du tout ce que tu attends d'un film de super-héros. Et j'ai passé un très bon moment et franchement, Galactus en IMAX 3D... Tout ça pour nous placer qu'il est allé le voir en IMAX 3D. Et en VO en plus. Un truc de fou, voir un film en parce VO. Parce que vous l'avez pas compris, Pierrick, malgré son accent, est bilingue. Voilà, voir un film en VO en Provence. Moi je dis que tu bluffes. C'est pas une évidence. Il y avait 0 indice. Hein. Moi j'ai trouvé que c'est un bon film. Seul truc, c'est comment tu réintègres ça dans l'univers Marvel derrière. Je sais pas comment ils vont faire, mais j'ai peur qu'ils nous fassent une merdasse à la suite. Alors c'est là qu'on va l'appeler Cacalactus. Voilà. Non mais là, tu es d'accord. Je veux dire, tu ne peux que t'inquiéter de comment ils vont coller ça parce que ça se passe dans un univers parallèle de l'univers Marvel, mais ça va le rejoindre à un moment. C'est prévu. Ça va être compliqué. Voilà. Les 4 Fantastiques, donc de Matt Shakman, premier pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent en parler? Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui l'ont vu, non? Non, c'est bon. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'allais juste faire une remarque cynique sur le fait que Spider-Man avait déjà ouvert le multiverse, donc c'est bon. Oui, non, mais c'est depuis très longtemps. Il y en a d'autres avant, même. Non, je parle dans le MCU, oui, là. Oui. Et puis après, on va avoir Robert Downey qui va bien ouvrir les choses, là. Ouais, on va voir. Merci d'avoir suivi cette émission de reprise. On espère que nous n'avons pas été trop bavards, même si ça fait un peu partie de notre signature. En ce qui nous concerne, on a passé un bon moment. J'espère que notre public, aussi bien à distance que présent, n'a pas passé un mauvais moment et a bien profité de cette fantastique émission. En ce qui nous concerne, n'hésitez pas donc sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes de podcast, à parler de nous pour en dire du bien. Vous pouvez trouver Thio sur Instagram, dans la galerie de Mathieu. Mais t'as pas dessiné ces derniers temps trop. J'ai beaucoup marché. Ouais, t'as beaucoup marché. J'étais sur la route toute la sainte journée. Tu n'as pas fait mentir mon introduction, merci. Vous pouvez retrouver Guillaume à la BDRI, la meilleure librairie du monde d'Aix-en-Provence. De l'univers. Et le mec qui chante Du devant, monde. c'est moi. Dans le Et de multivers, l'univers. dans le multivers, Et de- c'est la La meilleure Voilà. des librairies, des meilleures des librairies. Pourquoi d'Aix-en-Provence, quoi? Mais c'est vrai, parce que Voilà. Bon, c'est comme ça. alors, C'est Parce dingue. qu'Aix-en-Provence, c'est le centre du Rendons monde. à César ce qui est à Guillaume. C'est le seul endroit où... Rendons à Guillaume qui est à César. Oui, je préfère dans ce Ah, sens-là, je préférerais, effectivement. hein. Non, mais ouais, c'est écoute. Raté, c'est pas grave. T'es pas le seul On te rendra la t'es pas le gaule. seul proprio, je te le rappelle. De quoi? Voilà. On se retrouve, nous, dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je pense que je vais publier un Canaille BD entre-temps sur un truc qui est assez attendu. Je tease comme un dingue. Pour ceux qui nous écoutent en live, on va faire un deuxième enregistrement juste à la suite. On va vous reparler de 4 nouvelles BD d'un œil sûr. Les autres, c'est dans 15 jours que le prochain One Club sera publié. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur les plateformes de podcast. Nous avons plusieurs flux. Un qui s'appelle La Voix des Bulles, vous avez toutes nos émissions. Et sinon, chacune de nos émissions peut être suivie indépendamment, que ce soit Canaille BD pour les plus jeunes, le One A Club pour ceux qui aiment les chroniques BD et la Splash Page qu'on va vachement développer cette année où vous allez avoir des interviews, des débats et des rencontres. Ouais, c'est notre objectif de faire plein de débats, de rencontres cette année. On croise les doigts parce que on va essayer d'être mieux que les politiciens. Et on va se délocaliser, on va faire des émissions Ça avec va pas être des compliqué, envoyés ça. spéciaux à Saint-Étienne, Tombouctou, Le Caire. D'ailleurs, même la mode du Caire aussi. On va faire des trucs de fou. Vous allez voir, c'est fou. On fait du teasing, ça va être un truc de malade. Là, tu me fais rêver quand même. Bah, la mode du Caire surtout. Qui on envoie la mode du Caire? Il y a quelqu'un qui n'a pas de chance. Sur ce, merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez donc toujours pas à dire qu'on est des gens bien parce que nous sommes des gens bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Au revoir.